L'origine du racisme échappe à toute datation précise et universellement reconnue. Sa nature sporadique, parfois insaisissable, empêche d'en identifier une source unique, fiable et irréfutable. Il s'agit moins d'un phénomène ponctuel que d'un outil idéologique malléable, capable d'être façonné selon les intérêts, les rapports de pouvoir ou les circonstances historiques. Dans une perspective psychologique, on peut le concevoir comme le produit des dynamiques d'interaction entre individus et groupes où s'opèrent des processus de catégorisation, de hiérarchisation et d'exclusion. Ainsi, loin d'être une invention moderne, le racisme, ou du moins ses manifestations premières, peuvent être retracées jusqu'aux civilisations anciennes. Toutefois, ce n'est qu'au sein d'un système social organisé, doté de structures politiques, économiques et culturelles, que le racisme acquiert une fonction structurelle, c'est-à-dire qu'il devient un mécanisme intégré au fonctionnement de la société. C'est à ce moment qu'il cesse d'être un simple rejet de l'autre pour devenir un outil de domination, de justification de l'exploitation ou de préservation de privilèges. Cette compréhension dépasse la vision simpliste selon laquelle le racisme serait intrinsèque à un peuple donné. Une telle posture conduirait à ignorer les contradictions historiques, c'est-à-dire les divisions internes des peuples anglo-saxons, les conflits entre Romains et Gaulois, l'asservissement des Slaves, l'asservissement du Balkan par les Slaves, ou encore les tensions entre l'Inde et le Pakistan. Elle négligerait aussi également les formes de discrimination intra-africaine. Toutes ces situations révèlent une chose. Le racisme ne repose pas nécessairement sur des différences biologiques ou visibles, mais bien sur des constructions sociales et politiques façonnées par l'histoire. En ce sens, le racisme dépasse le cadre strictement racial. Il peut certes prendre la forme d'une discrimination fondée sur la couleur de peau ou l'origine ethnique, mais il s'étend bien au-delà. Il englobe les dynamiques d'exclusion, de stigmatisation et de hiérarchisation symbolique qui vont servir à maintenir des inégalités. Il n'obéit donc à aucun schéma figé. Toutefois, il faut reconnaître que certains groupes peuvent développer des formes de racisme plus marquées, non pas par nature, mais en raison des contextes historiques spécifiques, notamment leur position dominante dans les sphères économiques, politiques ou sociales. C'est cette asymétrie de pouvoir qui permet au racisme de s'installer durablement et d'influencer les rapports entre les groupes. Le racisme ne peut être considéré comme un événement ponctuel ou limité à certains lieux et moments précis. Il constitue plutôt une norme sociale pernicieuse, enracinée dans les tissus même des sociétés modernes. En tant que phénomène systémique, le racisme est itératif, c'est-à-dire qu'il se reproduit de manière constante et insidieuse, influençant l'ensemble de la société dans son fonctionnement quotidien. Il ne s'agit pas uniquement d'actes de haine explicites ou de discours ouvertement discriminatoires, mais d'un ensemble de mécanismes sociaux normalisés qui affectent aussi bien les individus que les communautés, quelle que soit leur origine ethnique. Parce que l'individu et son semblable sont en perpétuelle interaction, ces échanges sont souvent teintés d'influences inconscientes. Ainsi, même en l'absence de volonté malveillante, des attitudes racistes peuvent s'exprimer à travers des biais implicites, des stéréotypes culturels profondément ancrés ou encore des comportements discriminatoires intériorisés. Ce racisme latent se manifeste aussi à un niveau institutionnel où les pratiques des systèmes éducatifs, judiciaires, de santé ou de l'emploi ou des inégalités systémiques persistantes sans toujours être perçues comme telles. L'impact du racisme est donc double. Il affecte à la fois l'individu et le corps social dans son ensemble.
Sur le plan individuel, il peut provoquer de la souffrance psychologique, de la perte d'estime de soi, une diminution des opportunités sociales et professionnelles ou encore des comportements d'auto-exclusion. Sur le plan collectif, il crée des fractures sociales durables, alimente les tensions intergroupes, nourrit la méfiance et ralentit le développement d'une cohésion véritable entre les groupes. L'histoire en témoigne. De l'esclavage transatlantique au génocide du XXe siècle, les conséquences du racisme systémique ont été dramatiques, générant ainsi des cicatrices profondes encore visibles aujourd'hui encore. En somme, le racisme n'est pas seulement une attitude individuelle déviante, il est surtout un phénomène social intégré, perpétuant des rapports de domination et freinant toute tentative d'harmonie sociale. Reconnaître son impact à la fois invisible et omniprésent est un premier pas vers une prise de conscience collective, essentielle pour rencontrer les effets. Le racisme, en tant que phénomène systémique, affecte l'ensemble de la population, bien qu'il puisse se manifester à des degrés divers selon les individus, les groupes sociaux, les contextes géographiques et les périodes historiques. Il ne s'agit pas de comportements marginal ou isolés, mais d'une structure idéologique profondément enracinée dans le fonctionnement des sociétés contemporaines. Cette étendue universelle ne signifie pas que tous les individus expriment consciemment des comportements racistes, mais plutôt que tous peuvent en être affectés directement ou indirectement, souvent, sans en avoir la pleine conscience. En effet, de nombreuses personnes reproduisent à leur insu des schémas de pensée, des attitudes ou des comportements façonnés par un imaginaire social imprégné de préjugés et de hiérarchies raciales. Ces manifestations peuvent être subtiles, un regard, un silence, une préférence implicite ou structurante, comme dans le cas des politiques publiques, des mécanismes d'embauche ou des pratiques scolaires. Elles sont récurrentes, enracinées dans le quotidien et souvent naturalisées au point d'échapper à toute remise en question. L'ampleur du phénomène trouve son origine dans les fondements historiques du système actuel, qui a été en grande partie bâti sur l'esclavage, la colonisation et l'exploitation des populations dites racisées. Ces événements ont établi une hiérarchie raciale qui, bien qu'ayant changé de forme au fil du temps, continue de structurer les rapports sociaux. Le racisme devient ainsi un outil idéologique au service de la perpétuation de ce système, servant à justifier des inégalités et à maintenir une organisation sociale avantageuse pour certains groupes dominants. De ce fait, le racisme s'inscrit dans une logique de rationalisation. Il permet d'expliquer, de justifier et de normaliser des comportements ou des choix qui, sans ce prisme idéologique, seraient perçus comme injustes ou discriminatoires. Cela s'observe tant dans les sphères institutionnelles, donc éducation, emploi, justice, santé, que dans les interactions sociales ordinaires, ce qui montre que sa portée dépasse largement le cadre individuel. Il s'agit donc d'un phénomène global, intégral, qui façonne profondément les dynamiques de pouvoir, d'accès aux ressources et de représentation dans l'espace public. Bien que le racisme, en tant que construction sociale, impacte l'ensemble de la population mondiale, il le fait de manière inégale. Certains groupes sont systématiquement désavantagés, tandis que d'autres en tirent des bénéfices, souvent sans en avoir pleinement conscience. Le racisme est ainsi utilisé comme un outil stratégique au sein du système de pouvoir, permettant à certaines classes ou groupes dominants de maintenir leur supériorité en façonnant les rapports sociaux à leur avantage. Ce mécanisme repose souvent sur des manipulations idéologiques, c'est-à-dire le racisme ne se manifeste pas toujours de manière frontale ou explicite, mais adopte des formes équivoques, flexibles, ajustées au contexte économique, politique ou culturel. Il peut servir à diviser, à justifier des inégalités ou à renforcer des privilèges. Pourtant, les populations ciblées ne perçoivent pas toujours les racines systémiques de cette oppression et peuvent se contenter d'identifier des coupables immédiats, individus ou groupes, sans remettre en question les structures invisibles qui les conditionnent. Cela dit, cette méconnaissance ne les déresponsabilise pas pour autant dans leur manière de réagir ou de résister à l'oppression. Historiquement et aujourd'hui encore,
Les personnes d'origine africaine, en particulier les Noirs, sont parmi les principales victimes du racisme systémique à l'échelle mondiale, marquées par l'esclavage, la colonisation, la ségrégation et les stigmatisations durables. Ils subissent une marginalisation structurelle dans de nombreux domaines tels que l'emploi et l'éducation, logement, représentation médiatique, justice, etc. De même, les peuples autochtones, assaillis par l'impérialisme et les politiques d'assimilation, continuent de faire face à des discriminations profondes et à la négation de leurs droits fondamentaux. Toutefois, l'histoire nous montre que d'autres populations ont également été soumises à des formes d'oppression fondées sur des rapports de domination culturelle, religieuse ou impériale. On peut penser par exemple à la domination musulmane en Espagne, à l'expansion ottomane ou mongole, ou encore aux invasions égyptiennes en Afrique. Ces épisodes rappellent que le racisme et l'impérialisme ne sont pas le monopole d'un seul groupe, mais peuvent être mobilisés par divers acteurs à travers l'histoire. Cependant, certaines nations ont réussi, par leur résistance culturelle et politique, à atténuer ou neutraliser les effets de ce phénomène. Les pays asiatiques, notamment la Chine ou le Japon, ont su développer des réponses collectives pour affirmer leur autonomie, reconstruire leur identité, leur dignité et se positionner dans le système mondial sur des bases plus égalitaires. Leur expérience peut inspirer d'autres peuples dans la lutte contre le racisme systémique. Enfin, il serait erroné de croire que seuls les opprimés souffrent du racisme. Ceux qui en bénéficient matériellement ou symboliquement, souvent les groupes dominants comme certains groupes européens ou nord-américains, sont également affectés, bien que d'une manière différente. En entretenant l'illusion de supériorité, en se complaisant dans les privilèges issus de l'injustice, ces sociétés sapent les fondements éthiques de leur propre civilisation. Celui qui avilit l'autre s'avilit lui-même. Une société qui prospère sur la violence, l'exclusion ou le mépris ne peut se développer harmonieusement. Elle court donc le risque d'un affaiblissement moral et culturel profond. Tout compte fait, c'est bien la persistance du racisme, malgré les proclamations répétées de sa disparition, qui nous interpelle d'un point de vue sociologique, notamment fonctionnaliste. On entend parfois avec une certaine légèreté des affirmations telles que « nous sommes en 2025, le racisme n'existe plus » ou encore « seuls les ignorants sont racistes ». Ces discours, bien que séduisants dans leur apparente modernité, contribuent paradoxalement à la banalisation du phénomène en niant son actualité ou en réduisant ces manifestations à des cas isolés. Ils incitent alors à la complaisance, à l'inaction et empêchent une remise en cause structurelle. Le racisme agit comme une réalité concrète mais nébuleuse. Il est capable d'infiltrer tous les niveaux de conscience, de s'incarner dans des figures aussi diverses qu'un dirigeant autoritaire, un marginal ou même une idéologie se présentant comme salvatrice. Cette capacité à se dissimuler sur des apparences légitimes ou altruistes en rend le repérage et la lutte d'autant plus complexes. Il se manifeste sous des formes multiples, parfois insidieuses, souvent institutionnalisées, ce qui contribue à le faire accepter, voire normaliser dans certains contextes sociaux. Le cœur du phénomène réside dans l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre des relations entre les parties impliquées. Les concepts n'ont pas de sens absolu. Ils tirent leur signification des expériences vécues et des interprétations qu'en font les individus. Le racisme, en tant que processus, peut être défini comme une dynamique de dévalorisation fondée sur une perception réelle ou imaginée de différence entre un sujet raciste et un individu racisé. Cette perception alimente une logique de légitimation de l'ordre établi, permettant au sujet raciste de défendre ses intérêts, de hiérarchiser les valeurs et de contrôler autrui. Ce comportement ne résulte pas d'une prédisposition naturelle, mais bien d'un enchaînement de facteurs, croyances, motivations, préjugés et surtout un contexte social structurant. Il repose sur une capacité d'influence asymétrique et s'inscrit dans un rapport de pouvoir. C'est en ce sens que le racisme peut être utilisé comme un levier pour assurer la domination d'un individu ou d'un groupe au détriment de la dignité et l'égalité des autres. Cependant, cette dynamique ne concerne pas uniquement les victimes. Le sujet raciste
lui-même est souvent le produit d'un processus de socialisation qui a limité sa compréhension de l'altérité et façonné en lui une perception figée, souvent anxiogène, de la différence. En cela, il peut être vu non comme un simple oppresseur, mais aussi comme une victime d'un système qui alimente la peur, la compétition et l'hostilité, donc la division. Le racisme, ainsi envisagé, n'a ni temps ni territoire fixe. Il s'attaque principalement aux peuples fragilisés, désancrés, en rupture avec leur identité, aliénés dans leur rapport à eux-mêmes et au monde. Ce déracinement intérieur rend difficile toute résistance efficace. Il est donc fondamental que ces communautés entreprennent une reconquête de leur être individuellement et collectivement, afin de renforcer leur estime de soi, de restaurer leur lien identitaire et de s'organiser face à un phénomène cyclique, protéiforme et inéluctable sous une forme ou une autre.